Mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver et bienvenue sur Télé Djibouti dans cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures. Au sommaire de cette édition, le ministre de l'énergie, accompagné du secrétaire général de son département, s'est rendu dans la ville de l'Unité pour distribuer un important don composé de kits solaires. Et au Yémen, des dizaines de rebelles, dont des commandants, ont été tués dans un raid aérien de la coalition sous commandement. C'était hier soir dans la capitale yéménite, Sanaa. Et je vous amène au Kenya pour commencer donc cette édition. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Mustafa Mohamed Mahmoud, participe à la conférence panafricaine de haut niveau sur l'éducation qui se tient à Nairobi, au Kenya. Le ministre est accompagné dans ce déplacement du directeur de la planification du ministère de l'Éducation nationale, Mohamed Merane. Ce sommet de haut niveau mobilise de nombreux ministres de l'éducation africains, des hauts fonctionnaires, des représentants des organisations des Nations Unies et de l'Union africaine, ainsi que des hauts cadres d'organisations panafricaines et sous-régionales. Notons aussi la participation des organisations de la société civile, de la jeunesse et des partenaires internationaux pour le développement à cette conférence qui vise, on le rappelle, à définir une vision harmonisée de la transformation de l'éducation dans le continent. Les conférenciers visent également à s'assurer du plein respect des engagements envers l'agenda 2063 pour l'Afrique ainsi que l'agenda mondial 2030 pour le développement durable. Des échanges entre le ministre djiboutien de l'Éducation nationale et ses homologues ont tourné autour des engagements entre l'ODD 4 Éducation 2030 et qui est une pièce donc maîtresse de l'agenda mondial pour le développement durable visant à assurer à tous une éducation équitable et inclusive de qualité et des possibilités d'apprentissage tout au long de la vie. Le ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Waqf, Momin Hassan Barre, a présidé aujourd'hui au siège de l'école de la sagesse une cérémonie de distribution du 4e tranche de 2017 de parrainage des orphelins organisée par la fondation Diwan Al-Zakat. Le ministre a tout d'abord rencontré les responsables de cette fondation et a passé en revue les efforts fournis de la fondation dans divers domaines. La cérémonie a vu la participation du directeur général de Diwan Al-Zakat, Suleiman Hussein Moussa, le chef de service de Kafala, Aden Hussein, cérémonie donc Aden Hussein, pardon. Ce sont quelques 1097 orphelins qui ont bénéficié de ce geste. À cette occasion, chaque orphelin a reçu 15 000 francs djibout selon le chef de service de cette institution. Cette initiative contribue sans doute et en efficacement les efforts visant à soulager les souffrances des orphelins en tant que l'un des segments les plus faibles de la société. Rappelons que la fondation Diwan Zakat a été créée à l'initiative du chef de l'État, c'était en 2004, entretient donc des relations privilégiées avec les institutions et organismes similaires du monde arabe, ce qui booste aussi ses capacités d'intervention auprès des couches les plus nécessiteuses de la population. Le ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Waqf a exprimé dans une brève intervention sa satisfaction de prendre part à la cérémonie de distribution donc, du 4e tranche de 2017 de parrainage des orphelins organisée par la fondation Diwan Al-Zakat. Momin Hassan Barre qui a félicité le chef de l'État qui a créé cette fondation et ce dans le cadre de ses efforts afin d'améliorer les conditions de vie des orphelins. Je vous le disais en titre, le ministre de l'énergie chargé des ressources naturelles, Younis Ali Guedji, accompagné du secrétaire général de son département ainsi que de 3 parlementaires de la région du Dikil, à savoir Mohamed Hassan Farah et Mohamed Aden Jama ainsi que Jama Guedji, s'est rendu donc dans la région de l'Unité, c'était hier, pour distribuer un important don composé de kits solaires, des moustiquaires, des ustensiles de cuisine et des vêtements au profit des habitants des localités rurales périphériques de Dikil. Accompagné du préfet de la région de Dikil, Mohamed Chekho, du président du conseil régional, Abdelrahman Younis Aré, ainsi que du chef du corps de Riyad, le colonel Idriss Omar El-Laye, qui les
Le ministre de l'Énergie, Younis Ali Guedi, a expliqué pour sa part que ce don s'inscrit dans le cadre de la politique initiée par le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, visant à faciliter l'accès à l'électricité aux populations des zones rurales dans le but de contribuer à l'amélioration de leurs conditions de vie. Il a par ailleurs souligné qu'il est prévu dans ce cadre d'élargir ce programme à toutes les localités rurales de notre pays dépourvues d'électricité. Le ministre de l'Énergie a enfin remercié ses collègues, à savoir le ministre de la Santé, le Dr Jamal Mekki, et la secrétaire d'État en charge des affaires sociales, Mme Mouna Ousmane Aden, pour leur contribution à l'achat de ces matériels. Également dans l'actualité, une formation de concertation sur l'énergie renouvelable, d'après les feuilles de route du ministère de l'Énergie chargé des ressources naturelles, s'est déroulée donc au ministère de l'Énergie. Objectif est de rendre l'énergie 100% renouvelable d'ici 2035. Cette réunion a été présidée par le secrétaire général du ministère de l'Énergie, Mohamed Akile. Les énergies renouvelables sont des sources d'énergie dont le renouvellement naturel est assez rapide pour qu'elles puissent être considérées comme inépuisables et à l'échelle du temps humain. Elles proviennent de phénomènes naturels, cycliques ou constants, induits par les astres, le soleil surtout. Écoutez le secrétaire général du ministère de l'Énergie. Et les PNUD, de son assistance constante. Alors, je vais aussi profiter de l'occasion pour vous annoncer qu'on aura aussi l'expert en énergie, en ressources naturelles, peut-être dans 2 semaines, qui nous fera le même travaux que M. Stéphane, en ressources naturelles cette fois. Donc, les travaux de l'expert ont consisté à l'écriture d'une feuille de route pour le secteur de l'énergie du ministère, pour aboutir à l'objectif 2035 fixé par le gouvernement. Alors, la feuille de route est maintenant écrite. Je vais donc demander à tout un chacun de s'approprier. Aujourd'hui, tout le monde est ici présent, le directeur de l'énergie, les conseillers en charge de l'énergie, les chefs de service, les ingénieurs spécialistes. Si vous avez des corrections à apporter sur ce document, c'est le moment, parce que ce document donc sera la base de nos travaux, donc les fils à suivre de tout ce qui est énergie dans notre ministère. Sport à présent avec les finales de handball qui se sont déroulées hier au gymnase du lycée d'État. La rencontre entre Djibouti et Mayotte a été à la hauteur de toutes les attentes. Le public venu nombreux a assisté à un match très électrique avec un festival offensif. À la première période, les handballeurs djiboutiens avaient la main mise du match. Ils dominaient donc et menaient les Mahorais par 13 buts à 8. De la reprise, les requins ont entrepris les hostilités et ont multiplié les attaques offensives avec un esprit revanchard et les encouragements de leurs supporters. Les Djiboutiens ont trempé la cage mahorais à plusieurs fois en prenant largement l'avantage du score. Mais le destin a voulu autrement. Les handballeurs de Mayotte ont entrepris leurs esprits et ont mis le pressing aux requins en égrenant les buts jusqu'à l'égalisation à la 43e minute. Le match a monté d'un cran, le public s'enflammait et scandait le nom de leurs pays respectifs. L'ambiance était assurée du côté du gradin garni avec 2 dernières minutes. Les Mahorais favoris ont éclaboussé donc la défense djiboutienne et ont successivement marqué les buts de la victoire 24-22. À cet effet, Mayotte a terrassé les Djiboutiens en montant sur les premières marches du podium. Dominer n'est pas gagné. À 2 points de l'or, les requins ont perdu ce beau match avec beaucoup de rebondissements et se sont contentés des médailles d'argent devant Seychelles qui avait gagné la 3e place face à l'île Maurice, 20 buts à 16. Et quant à la finale d'âme, l'île de la Réunion a surclassé leur rival mahoraise sur un score de 28-15 et la 3e place est revenue aux filles malgaches en battant les Djiboutiennes sur un score donc de
à 18. Et à l'issue de ce match, notre équipe sur place a accueilli quelques réactions des participants. En voici quelques-unes. Peut-être que la seule solution, c'est de calmer le ballon le plus possible, de circuler et de faire passer le plus lent possible le ballon. Et comme ça, on pourra avoir des failles et passer tranquillement vers le but. On est vraiment satisfait. Moi, en tout cas, je suis satisfaite des filles. On a vraiment donné, on s'est donné à fond. On a gagné déjà, on a gagné tous les matchs. On va pas dire qu'on a sous-estimé les équipes, mais on était au niveau handballistique largement au-dessus. Donc on la mérite cette victoire. Et je suis vraiment satisfaite des joueuses. De très loin, de Mayotte. Donc nous sommes contents d'être venus à Djibouti. On a rencontré des gens superbes, gentils. Au départ, c'était un petit peu compliqué pour nous installer. Mais quand la compétition a commencé, voilà, les choses sont parties tout doucement. Et donc, bien sûr, on est content d'être venu à Djibouti parce qu'on ne connaissait pas Djibouti. C'est la première fois qu'on est venu. Nos jeunes sont contents de venir à Djibouti. Et j'espère que les prochains jeux, on verra encore les Djiboutiens et on vous remercie de nous avoir accueillis. Alors, vous êtes sympathiques et on espère que votre jeunesse participera bien à ces jeux longtemps. Merci. Je pourrais juste vous dire, je tiens quand même à féliciter Djibouti qui nous ont bien accueillis malgré tout ce qui se passe. Mais nous quand même, je ne dirais pas le contraire, on a été bien accueillis au village, les gens sont très sympas. J'aimerais bien que les prochaines, les gens font encore un peu plus de mieux pour que les matchs se déroulent dans les meilleures conditions. Mais pour moi aujourd'hui c'est une grande victoire pour Mayotte de battre l'équipe de Djibouti. Mais j'ai quand même un grand honneur quand même à ce pays de Djibouti qui nous a accueillis avec un grand honneur. On a des choses comme ça, qu'on vit des choses comme ça, donc c'est une expérience, c'est bien pour des jeunes comme nous de la Réunion. Donc voilà, avec la médaille d'or en plus, on est heureuse. Ils sont gentils, voilà, la vie ça change la Réunion, mais voilà, aussi ça fait du bien de changer aussi. On a passé un super séjour, la compétition était super, je suis fière de mon équipe et on espère que Maurice gagnera dans les années prochaines. Et on va retrouver l'appel à la prière. On se retrouve tout de suite après pour le reste de l'actualité. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح
حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Deux ateliers portant sur le rehaussement du niveau de l'aviation à Djibouti ont été clôturés jeudi par l'autorité de l'aviation civile en collaboration avec le bureau régional. L'objectif, contribuer au relèvement global du niveau de la sûreté aérienne et de la facilitation en République de Djibouti. Au cours de ces séminaires, une attention particulière a été portée sur divers thèmes. À l'issue de la cérémonie, des attestations des réussites ont été remis aux participants à ces ateliers. La cérémonie avait la participation du chef d'état-major de la gendarmerie, du directeur général de l'aéroport international de Djibouti, ainsi que du directeur général de l'aviation civile, Almis Mohamed Haïd. Écoutez le directeur adjoint de l'aviation civile, M. Daoud Ali Daoud, pour plus de précisions. On vient de clôturer aujourd'hui au sein de l'autorité de l'aviation civile une formation qui s'est déroulée durant 2 semaines et qui portait sur le programme national de sûreté de l'aviation civile et sur le programme national de contrôle qualité de la sûreté de l'aviation civile. À travers ces 2 formations, nous voulions jeter les bases, l'épine dorsale, la fondation d'une réglementation pour permettre à ce que l'autorité de l'aviation civile soit munie d'une base légale et réglementaire pour mener à bien ses activités et à lutter contre tout ce qui est acte d'intervention illicite qui pourrait se produire au sein de l'aéroport international de Djibouti. Ce texte constitue pour le programme national de sûreté de l'aviation civile l'épine dorsale, je dirais, pour lutter contre tout type d'acte d'intervention illicite qui pourrait s'y dérouler. Nous avons eu la participation de plusieurs entités, à savoir la police de l'immigration et des frontières, la gendarmerie du transport aérien, l'aéroport international de Djibouti. Ensemble, nous avons produit un texte qui permettra à la République de Djibouti de se doter de tous les moyens pour pouvoir pallier à tout type d'actes d'intervention illicite. Par la suite, un deuxième atelier par un programme national de contrôle de la qualité de la sûreté de l'aviation civile qui nous permettra de savoir si toutes les dispositions qui ont été mises au sein du programme national de sûreté répondront aux exigences nationales pour contrôler la qualité. Et le directeur de l'aviation civile, M. Almis Mahmoud, s'est réjoui dans son intervention de présider cette cérémonie consacrée au programme de sûreté et au programme de contrôle de qualité qui avait pour but de former les participants donc à enregistrer les documents stratégiques. Je propose de l'écouter. Les ateliers consacrés au programme national de sûreté et au programme de contrôle de qualité, d'autant que je n'ai pu les inaugurer étant en déplacement à l'extérieur du pays quand ils ont débuté. Les autorités djiboutiennes sont conscientes du fait que le programme national constitue l'épine dorsale de tout système de sûreté de l'aviation civile. Il crée un cadre structuré dont l'objectif est de rationaliser et de coordonner toutes les mesures prises dans ce domaine. Quant au programme qualité, il a pour ambition de garantir une application uniforme au sein du système. C'est pourquoi mon administration, l'autorité de l'aviation civile, a organisé au cours des 2 dernières semaines, en collaboration avec
le bureau régional de l'OACI, les 2 ateliers que nous clôturons aujourd'hui. Cette initiative s'inscrit dans un vaste mouvement de réforme que j'ai initié au cours des dernières années visant à renforcer les capacités de supervision de l'autorité de l'aviation civile. À l'issue de ces sessions productives et, m'a-t-on dit, intenses, les participants doivent être en mesure de concevoir et de mettre sur pied ces documents stratégiques. Messieurs, la balle est maintenant dans votre camp et il vous appartient de déployer les efforts nécessaires pour que notre pays soit doté de ces précieux instruments. Également dans l'actualité, le ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Environnement a organisé hier au Palais du Peuple une cérémonie de clôture de l'atelier national de validation de la stratégie nationale sur la gestion des eaux de ballast à Djibouti. Eh bien, cet atelier dont les travaux ont débuté la veille a pour objectif de valider la stratégie nationale sur la gestion des eaux de ballast en République de Djibouti afin de préserver l'environnement marin de notre pays. En effet, représentants des ministères et ONG, les participants à cet atelier de restitution de la stratégie nationale pour faire face aux risques des espèces aquatiques nuisibles ont fait corriger certains paragraphes. Écoutez le conseiller technique du ministère de l'Environnement. De cette formation et de faire partager l'expérience de la grande réalisatrice américaine Sarah Moshman dans le domaine de la cinématographie documentaire. Et à cette occasion, je souhaiterais remercier en mon nom et au nom de l'Université de Djibouti l'ambassade des États-Unis qui nous a envoyé cette réalisatrice américaine au sein de l'Université de Djibouti. Et suivant à présent une réaction donc à l'issue de cet atelier qui porte, on le rappelle, sur la validation de la stratégie nationale sur les eaux de ballast. Et on aura donc ça dans cette réaction dans nos prochaines éditions. Dans le reste de l'actualité, l'Institut universitaire de technologie industrielle de l'Université de Djibouti a organisé hier, avec le soutien de l'ambassade des États-Unis, un atelier de formation au cinéma documentaire destiné aux étudiants du département audiovisuel. Cet atelier a été animé conjointement par la réalisatrice américaine Sarah Moshman, primée aux Emmy Awards, et la réalisatrice djiboutienne Noula Ali Ismail. L'objectif, apporter aux étudiants du département audiovisuel de l'Université de Djibouti une formation pratique sur le cinéma documentaire, selon Dr Ahmed Hussein, le directeur des études des technologies électriques et des 2D. Et enfin, pour clore l'actualité nationale, les activités de pulvérisation intradomiciliaire se poursuivent dans la capitale. C'est vers quartier 4 que les équipes de l'Institut national de santé publique progressent tout en maintenant le même rythme de travail, à savoir de porte à porte dès 6 heures du matin. Conformément au calendrier de passage, ces opérations de pulvérisation se poursuivront jusqu'au 11 juin 2018 en ciblant des zones à haut risque palustre identifiées dans les communes de Blas et de Balbala. Notez que cette stratégie intradomiciliaire de porte à porte est accompagnée par des activités de pulvérisation nocturne qui seront assurées par une dizaine de véhicules de l'Institut national de santé publique au niveau des artères et des ruelles des quartiers des 3 communes de la capitale. Et à noter également que le ministère de la Santé pilote cette campagne préventive d'envergure en étroite collaboration avec la préfecture, la mairie de Djibouti, les élus communaux, mais également avec le soutien des comités de santé et d'hygiène au niveau des quartiers. Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité régionale et internationale. Au Yémen, pour commencer, des dizaines de rebelles dont des commandants ont été tués dans un raid aérien de la coalition sous commandement. C'était hier soir dans la capitale yéménite, Sanaa. Et pour en parler, Fardous Hussein est avec nous sur ce plateau. Bonjour Fardous. Bonjour Asma. Effectivement, donc c'est d'après la chaîne saoudienne Al Arabiya qui a donc dit que le bilan était de 38 morts dans ce raid qui a visé selon un bâtiment du ministère de l'Intérieur contrôlé par des rebelles houthis soutenus par l'Iran, rival de l'Arabie Saoudite. La chaîne d'État saoudienne, Al Arabiya, a indiqué qu'au moins 2 chefs rebelles houthis figuraient parmi les morts à Sanaa. Des insurgés ont confirmé un raid dans la capitale yéménite et qu'ils contrôlent, mais sans fournir d'autres précisions. Cette frappe aérienne a été annoncée le jour où sont revenus à Sanaa les obsèques du plus haut responsable houthi, Salah Samah,
tués le 19 avril dans un raid ciblé revendiqué par la coalition et mené par Riyad dans la province yéménite de Hodeida. La multiplication de ces frappes de la coalition dont les rebelles intervient alors que le nouveau secrétaire d'État américain Mike Pompeo est attendu à Riyad pour sa première prise de contact à ce poste avec les dirigeants saoudiens. L'Iran, le Yémen, à l'avenir, Jérusalem devrait figurer en bonne place dans ces discussions. Et les dirigeants des deux Corées, main dans la main, une image forte, Fardouche, qui symbolise la réconciliation. C'était hier, donc c'est ainsi que s'est achevée la rencontre historique entre Kim Jong-un et Moon Jae-in. Pyongyang et Séoul se sont engagés à établir la paix, à dénucléariser donc la péninsule, mais les experts restent prudents quant aux intentions réelles du Nord. Pendant des années, le régime de Pyongyang a affirmé qu'il ne renoncerait jamais à l'arme nucléaire. Il propose maintenant qu'il soit l'objet de négociations, mais là encore, les experts notent l'absence d'un engagement ferme et explicite du Nord. Cette rencontre exceptionnelle a été suivie dans le monde entier, une poignée de main sur la ligne de démarcation entre les États donc les chefs d'État, Kim Jong-un, et ensuite franchi la bordure du béton pour rejoindre son homologue du Sud, une première pour un dirigeant nord-coréen depuis la guerre de Corée. Les hostilités Asma se sont achevées en 1953, rappelons-le, par un simple armistice, mais les deux pays restent techniquement en guerre. Après de multiples retouches, une nouvelle résolution concernant le conflit du Sahara devrait être soumise au vote du Conseil de sécurité d'ici lundi au plus tard. Et oui, donc le texte remanie, il prévoit donc un prolongement du mandat de la mission onusienne de 6 mois seulement et appelle à une reprise des négociations d'ici la fin de l'année. Mais dans cette troisième mouture du texte soumis au Conseil de sécurité, le mandat de la MINUSRO s'est étendu que les 6 mois seulement, un changement notable qui a sans doute pour objectif de pousser vers une reprise des négociations interrompues depuis plusieurs années avant la fin de l'année 2018. Le texte révisé souligne d'ailleurs l'importance d'un engagement renouvelé des partis à faire avancer le processus politique pour préparer ainsi un 5e round de négociations. Et enfin, Fardous, pour finir, le Conseil Café Cacao en Côte d'Ivoire a perdu près de 185 milliards de francs CFA lors de la campagne cacao, c'était en 2016-2017. Tout à fait, donc c'est selon l'audit du cabinet international d'expertise, cet audit du Conseil, la surproduction qui a engendré un soutien étatique de 86 milliards. La revente de contrats en défaut a entraîné un coût de 68 milliards. Enfin, l'utilisation des volumes de la récolte intermédiaire pour honorer des contrats de la récolte principale a conduit à un soutien de 32 milliards. L'audit nous apprend à ce moment que le gouvernement a utilisé les fonds de stabilisation logés dans les banques commerciales et financés depuis la campagne 2012-2013 pour compenser ces pertes. 197 milliards de francs CFA y ont été prélevés. Le fonds de réserve est de son côté toujours crédité de 170 milliards de francs CFA. Merci Fardous Hussein. Et merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de ce journal. Restez avec nous, le programme continue sur Télé Djibouti.